Ce qui se passe dans notre pays est grave parce que nous sommes dans une démocratie, on vote beaucoup, mais rien ne change. C'est-à-dire que les principaux responsables, et moi j'accuse le chef de l'État là-dessus, de maintenir le pays dans une précarité totale. Alors que lui, il peut se permettre d'aller, de vivre dans un palace, etc. Ce qui se passe, c'est que dans l'arrière-pays du Sud, il y a beaucoup de misère. Il y a énormément de misère. On a toujours l'impression qu'ils seraient des espèces de privilégiés, mais c'est faux. Et donc, quand il y a précarité, il y a violence. Quand il y a précarité, il y a des frottements, et ça ne peut pas manquer qu'un jour, on en arrive à la situation à laquelle on est arrivé. Les jeunes gens pensent que, comme ils n'ont pas un pouvoir d'achat énorme, parce que ce ne sont pas des commerçants, ils se contentent de leur moto-taxi, et que parfois même ils sont obligés d'aller travailler chez ceux qui viennent s'installer chez eux, c'est-à-dire les Bamoun, les Bamileke, qui ont des boutiques, etc. Et ils ont donc l'impression qu'ils sont méprisés, ils ont l'impression que sur leur propre terroir, ils n'ont pas de liberté, et ils sont dans la concurrence tous les jours avec leurs compatriotes qui ont plus de moyens qu'eux. Donc ça arrive à des dérives qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, le chef de l'État a cultivé cette précarité vis-à-vis des populations, a cultivé l'enclavement vis-à-vis de ces populations, et ça ne peut pas ne pas produire à moyen ou à long terme des espèces d'escarmouches comme on en a connu à Saint-Mélima. Et c'est là qu'on voit que le président lui-même, il vit dans une région, il ne connaît pas la réalité de la région dont il est originaire. Parce qu'il ne circule pas, il ne voit personne, il ne sort pas de son palais en Vomeka, donc il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout, et cette espèce de crise a vraiment a été un boomerang pour lui, parce qu'il prônait la paix, il prônait le vivre ensemble, et c'est chez lui que la guerre a commencé, la lutte entre des factions qui sont identitaires et identifiées, comme pour certaines étant des gens du pays, et d'autres étant ceux qui pensent que les autres ont plus de pouvoir. Donc je me réjouis qu'on ait fait la paix. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas éclater ailleurs. Ça ne veut pas dire que la précarité entretient la violence, qu'on le veuille ou pas. Et je tiens pour responsable les dirigeants de ce pays qui ont pensé qu'on peut laisser les gens dans la misère et ça n'aura aucune conséquence. C'est ça le problème. Ben, le péril jeune, non. Il y a eu des escarmouches, hein. Il y a les crises à Balikumbat, il y a eu la crise des Kotoko, des Mundang. Il y a toujours eu des crises. Il y a eu la crise sur les éleveurs et les agriculteurs au nord Cameroun. Bon, il y a souvent ce type de choses-là. Mais ces crises sont exacerbées par la misère, par la précarité, et tout de suite, on voit qu'on peut taper sur les voisins, et on ne se prive pas de le faire. Sauf que quand ça éclate, on pense que bon, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive que chez les autres, et là on se rend compte que ça peut arriver à tout moment dans n'importe quelle région du Cameroun, parce qu'il y a effectivement la précarité. La ville de Saint-Mélima n'a pas beaucoup d'opportunités. En termes de travail, en termes d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup.
Quant aux élites, elles ont arraché des forêts entières pour se faire des plantations immenses. Et ces plantations sont autant de richesses que des fonctionnaires ont arraché aux populations locales. Alors, c'est le ferment même des crises sociales. Quand une crise comme ça arrive, quand il y a une crise sociale, c'est parce qu'il y a en bas la précarité et beaucoup de choses encore qu'on ne nomme pas. D'abord, le président a mis 3 ans pour se rendre compte qu'il fallait un dialogue, ce qui est inadmissible. Un chef d'État doit veiller à ce qu'il y ait la paix. 3 rentrées scolaires qui n'ont pas eu lieu, et le président était là, il ne faisait qu'envoyer les militaires, faire une sorte d'armée d'occupation, même si c'est une armée nationale. Et je soutiens l'armée nationale, sauf que quand on est dans une crise politique, il faut la résoudre politiquement. C'est les armes ne peuvent pas résoudre une crise. Quand vous regardez la crise chez nous, ces jeunes-là, ils n'ont pas d'armes de guerre. Hein. Il y a des groupes armés en Afrique qui ont des kalachnikovs, qui ont des lance-roquettes et tout. Ceux-là, quand on les attrape, c'est des petites armes artisanales. Mais la force d'une guérilla, c'est qu'elle crée l'instabilité, qu'elle crée l'insécurité et qu'elle fait peur. Elle agit par terrorisme. C'est comme ça qu'elle arrive à chasser les gens des plantations, à chasser les habitants, à interdire aux enfants d'aller à l'école. Or, ce facteur-là, le président l'a minimisé en se disant, bon, moi je mets l'armée, je mets les armes, et puis je vais les écraser en un jour, sauf que ça ne s'est pas fait. La deuxième chose, c'est que le président de la République, comme on le flatte beaucoup, on lui dit tous les jours, non, tu es maître du temps, tu es maître des horloges. Un président de la République n'est pas maître du temps. Toute crise est une urgence pour la résoudre. Et donc, ce discours un peu idiot là, qu'on lui balance tous les jours, ouais, tu es le maître, tu es... Bon, il a fait 3 ans, et plus de 2000 morts. C'est inadmissible, parce que ces morts-là, on va les mettre sur sa tête. S'il avait résolu la crise par le dialogue, ça ne serait pas arrivé. Alors parlons du dialogue. Le dialogue, c'est le RDPC, tout simplement. C'est-à-dire que les patrons des commissions sont du RDPC, en dehors de celles que Joshua aussi a conduites, mais toutes sont pratiquement du RDPC. Les rapporteurs sont du RDPC ou apparentés. Quant alors aux hommes ressources, aux personnes ressources, ce sont des ministres. Comment peut-on penser que ce dialogue-là va tenir? C'est le dialogue du RDPC, d'une manière générale. La société civile a été écartée. Bon, les problèmes majeurs, parce qu'un jour j'ai dit ça à la télé, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 4 ou 5 mois. J'ai dit, il faut, la conférence nationale que le président de la République a refusée en juin 1991, voilà que ça lui saute au nez. Deuxième chose, nous ne sommes pas encore dans une démocratie au Cameroun. C'est-à-dire qu'on élit tous les jours, on vote, mais le peuple n'a jamais pu avoir satisfaction par rapport à ses aspirations. Le logement, les routes, les hôpitaux, la santé, tout ça, les bourses d'études, les écoles, rien. Le président a préféré, on le vote chaque année, et puis une fois qu'on l'a voté, il ne se passe plus rien. Les députés, pareil, quand ils sont votés, bon, ils s'asseyent, et de toute façon, le pouvoir exécutif concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, quand on peut dire que bon, les députés vont faire ceci, mais c'est le président de la République, lui aussi participe à la fabrication des lois, alors qu'il devait être une institution
complètement indépendante, c'est-à-dire l'exécutif complètement indépendant du législatif. Voilà pourquoi rien ne change dans le pays. Depuis qu'on est en démocratie, le pays ne bouge pas. Le pays, c'est comme si on n'avait pas fait la démocratie. C'est comme si le président de la République qui est là n'a jamais eu de concurrent pour lui dire on ne veut pas, on ne veut pas de ce régime parce qu'il nous fait très mal. On n'a pas de route, il y a des accidents tous les jours. Vous voulez aller par exemple porter un corps du côté d'un Tui, parfois le corbillard s'arrête et puis on prend le cercueil, on met sur une moto parce qu'il n'y a pas de route. Donc on est dans un espèce d'état où bon, nous sommes transformés en zombies. C'est-à-dire qu'on élit les gens, les responsables, et rien ne change dans le pays. Rien. Et moi, je sais que les Camerounais sont politiquement très éveillés. Mais ils se disent, bon, au fond, bon, il faut que Dieu même descende pour régler ce problème. Donc, je ne suis pas content du tout de ce dialogue, parce que ce dialogue, tout a été fait à l'avance. Les hommes, les commissions, les présidents, les rapporteurs, l'ordre du jour, les commissions qui vont être faites, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est sorti du dialogue, ça fait plus de 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait urgence pour qu'on ait la paix. La paix n'est toujours pas là. Oui, le président de la République, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi faire. Ce pays, c'est cela. C'est les provinces du pays. Sauf que il y avait des dispositions pour que, à la réunification, au lendemain de la réunification, il y ait une certaine autonomie dans ces régions-là, qui est un fédéralisme avec un parlement, un premier ministre et tout. Le président Ahidjo a balayé tout ça. Pourquoi a-t-il balayé ça? C'était déjà là un statut spécial. Pourquoi a-t-il balayé ça? Parce que les Français qui devaient exploiter le pétrole ont dit que ce n'est pas bon qu'il y ait un État fédéral alors qu'on va exploiter le pétrole et que le pétrole est chez eux. Et voilà pourquoi le pétrole, une des revendications que un des jeunes ambazoniens a dit, il y a les plantations chez nous, il y a le pétrole chez nous, mais personne n'est responsable dans la chaîne d'exploitation du pétrole. C'est ce qui est quand même scandaleux. Donc il n'y a pas besoin d'un statut spécial pour respecter ça. Il n'y avait pas besoin, alors qu'on a dit qu'on est dans le bilinguisme, qu'il y ait des textes qui ne sont pas traduits. Dans un pays où, à la présidence, il y a un service de traduction, à l'Assemblée nationale, il y a un service de traduction. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans le pays pour qu'on ignore à ce point l'autre partie? Et je dois dire, pour terminer, que en 2001, lorsque Kofi Annan est venu ici faire ses adieux, Kofi Annan, à la télé, au toast, au banquet d'État, a recommandé au président de la République d'engager un dialogue. Pourquoi? Parce que nous sommes pupilles de la nation, de la SDN, donc de l'ONU. Notre indépendance a été négociée à l'ONU. Ce n'était pas en tête-à-tête avec Paul Biya, avec la France. Ça a été négocié à l'ONU, à la 4e commission, qui était la commission chargée des États sous tutelle. Et donc, il y a eu beaucoup de plaintes à l'ONU, notamment menées par un certain Albert Moukon, par un certain Gorgi Dinka, qui disait que nous, le Southern Cameroun, on est venu à la réunification, mais les francophones nous malmènent. Donc, il faut qu'on revienne
à notre État de fédéralisme, à notre État fédéré, où on aura maintenant maille à partie avec nos partenaires francophones, à qui on va dire ce que nous on pense. Malgré tout, il y avait au niveau du gouvernement camerounais, donc à Yaoundé, des ministères qui étaient réservés aux anglophones. Plus de 5 ministères, mais des ministères importants comme le transport, le travail et d'autres encore, qui ne me viennent pas en tête actuellement. Donc on a bafoué les droits fondamentaux de ces provinces-là. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Il y avait qu'à les restituer, à penser quand même qu'un anglophone peut être directeur général de la Sonara et que ce n'est pas un scandale. Et qu'il peut y avoir aussi beaucoup de jeunes diplômés qui travaillent à la Sonara. Voilà. Par ailleurs, quand ils disent que bon, même dans les grandes écoles, on est barré, ça pose problème. Il faut qu'il y ait tout un quota important des anglophones dans toutes les grandes écoles de notre pays, d'autant plus qu'ils ont fait des études, on ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas fait d'études. Voilà. Alors 2 semaines après, personne n'a vu les résolutions. On nous dit, oui, on a parlé aussi de ceci, on a parlé de cela, on a appris que dans la commission sur la forme de l'État, ça a failli capoter parce que les anglophones ont calé. Ils ont dit, c'est le fédéralisme ou rien du tout. Vous avez parlé de décentralisation, on n'a pas vu arriver la décentralisation. Donc vous êtes en train de vous moquer du peuple. Et il a fallu beaucoup de temps pour raccommoder tout le monde. Peut-être que c'est donc à cette occasion-là qu'ils se sont dit, puisque nous maintenons la décentralisation, il faut qu'on leur donne un statut spécial. Parce que, à l'origine, ce que les anglophones voulaient, c'était le retour au fédéralisme. Le cardinal Toumi l'a dit, Mafani Moussongue et sa commission l'a dit aussi, que les anglophones demandent un retour au fédéralisme. Donc on ne veut pas le leur donner, on leur dit bon, ce serait quand même gifler le pouvoir qui a établi qu'il y aura une décentralisation, même si cette décentralisation n'arrive toujours pas. Elle est sur les papiers, mais elle n'est pas évidente. Alors, pour les calmer, on leur dit bon, on va vous donner quand même un statut spécial. On attend de voir les contours de ce statut.